Hello mes lapins, aujourd'hui c'est un complément à ma vidéo sur l'exposition Elle, les élèves de Jean-Jacques Haener que je vous ai posté il n'y a pas longtemps. Vous pouvez totalement regarder cet épisode sans avoir vu l'autre. On a parlé des élèves de Jean-Jacques Haener, parlons maintenant du maître et découvrons ensemble ce portraitiste et dessinateur de talent, connu pour ses nus féminins aux chairs d'albâtre et à la chevelure flamboyante et aux poses, dirons-nous, alanguies, qui a réussi le prodige d'être resté toute sa vie à l'écart des évolutions artistiques de son époque, mais en connaissant le succès. Jean-Jacques Haener est né le 5 mars 1829 à Bernwiller, dans le sud de l'Alsace. Il est issu d'une famille de cultivateurs, rien ne le prédestine donc à son futur métier de peintre et de professeur d'art. Ses premiers tableaux sont d'ailleurs des portraits et des scènes de la vie quotidienne des habitants de sa région, l'Alsace, dont le traitement de style réaliste restera une constante dans sa carrière, même si ses premières œuvres seront qualifiées de réalisme parfois naïf. Haener suit ensuite ses premiers cours de dessin au collège d'Altkirch, pardon pour la prononciation, auprès de Charles Gutzwiller, qui sera sensible à son talent de 1841 à 1843. Il portraiturera d'ailleurs son premier maître bien plus tard, en 1891. Pour parfaire ses connaissances, Haener entre ensuite dans l'atelier de Gabriel Christophe Guérin à Strasbourg. De milieu social modeste, c'est grâce à plusieurs bourses du Conseil général du Haut-Rhin que Haener peut ensuite poursuivre ses études dès 1848 à Paris, à l'École des Beaux-Arts, et il fréquente alors l'atelier de Michel Martin Drolling, puis de François-Édouard Picot en 1851. Cela lui permettra d'acquérir une formation traditionnelle qu'il complétera avec une fréquentation assidue des musées comme on le faisait à l'époque. Haener montrera un fort intérêt pour la peinture de la Renaissance italienne, notamment Titien, Raphaël et Corrège, mais aussi dans un autre genre, vers les œuvres de Holbein, notamment son Christ-mort du musée de Bâle, mais aussi vers la peinture française de la première moitié de son propre siècle, le 19e donc, avec Ingres, Prudhon et Corot. Et comme tout bon élève studieux de son temps, Haener réalisera de nombreuses copies d'après des toiles exposées au musée du Louvre, dont, on l'a déjà dit, Titien, Raphaël ou encore Poussin. Toujours dans le cadre d'un parcours classique de l'époque, pour un aspirant peintre, entendons-nous, Haener postulera 3 fois au prix de Rome, ce prix qui permet de séjourner 5 ans à Rome, à la Villa Medici, pour apprendre à travailler les styles classiques des maîtres tout en étant subventionné pendant cette période. Haener sera alors lauréat du prix la 3e fois, grâce à sa composition Adam et Ève trouvant le corps d'Abel, face à un jury dont faisait partie notamment Eugène Delacroix, donc un jury plutôt exigeant évidemment, et Haener part donc profiter de ses 5 années de formation où il côtoie notamment le sculpteur Falguière et le compositeur Bizet, et tout cela lui ouvre les portes d'une carrière officielle. Et oui, c'est pas pour rien que les gens se cassent le cul à essayer d'obtenir le prix de Rome. Bref, ce tour d'Italie aura un impact sur le travail de Haener, et on note que par la suite, d'ailleurs après toute cette formation, sa palette s'éclaircit, son trait se fluidifie et ses tracés et compositions gagnent en souplesse. Vous l'avez compris, au revoir le réalisme qualifié de naïf. On attaque maintenant la partie carrière. Haener retourne en France en 1864 et se tourne vers un style naturalisme, donc ce mouvement caractérisé par une représentation fidèle et précise de la nature, des animaux et des paysages. Notez que Haener, à cette époque, est fort soucieux de percer et qu'il n'hésitera pas à détruire son tableau intitulé La Toilette, à la suite de critiques défavorables, comme ça l'œuvre n'existe plus, on n'en parle plus. Haener est soucieux de sa carrière donc, et il ensuite poursuit avec l'inévitable envie de se présenter au salon de peinture et de sculpture. On le rappelle que c'est the place to be pour être découvert et remporter du succès. Et c'est le cas pour lui dès 1865, puisqu'il sera médaillé avec sa toile La chaste Suzanne, son dernier envoi réalisé à Rome. Haener commence alors à cumuler commandes de portraits et achats de l'État, ce qui n'est pas rien parce que finalement il est encore relativement en début de carrière, si on peut dire. Pourtant, après 5 années passées à suivre ce mouvement naturaliste, Haener se débarrasse progressivement de cette influence et se tourne vers une forme d'antiquité idéale et vers des sujets et des intitulés de toiles qui font alors référence à la littérature antique. Haener, qui est toujours en recherche esthétique,
continue l'exploration de son propre style et au fil du temps va commencer justement à composer le sien propre, facilement identifiable, celui que l'on reconnaît maintenant très facilement. Une fois que vous avez vu un tableau de Henner, en général vous arrivez à le repérer facilement après dans les œuvres que vous pouvez croiser. Et donc dès 1870, eh bien, il sera justement reconnu auprès du public et deviendra un portraitiste tout à fait en vogue. Donc ce succès ne s'arrête pas là, hein, puisqu'il est du coup élu en 1889 à l'Institut et qu'il reçoit le plus haut grade de l'ordre de la Légion d'honneur en 1903, pardon. Ouh là là, c'est moi quand je travaille le soir après ma journée de taf où je me suis tapé 3 postes au lieu d'un. Je suis un peu fatiguée, vous m'excuserez mes lapins. Bon bref, je digresse, on continue, c'est pas grave. Donc Henner ne se prive pas lors de sa carrière de continuer à envoyer régulièrement ses tableaux au salon et aux expositions universelles, hein, souvent plutôt dans des thèmes historiques ou religieux, donc des thèmes qui relèvent par conséquent du grand genre. Souvenez-vous, si vous avez déjà vu des vidéos de moi, on a déjà parlé du classement des genres dans la vidéo, justement dans la vidéo où on parle des élèves de Henner. Donc vous vous rappelez qu'il y a des choses qui sont plus sexy que d'autres, hein, donc voilà, en tout cas à l'époque, il y a un grand classement, et le grand genre, donc le genre qui est tout au sommet, eh bien c'est la peinture religieuse ou historique. Et bon bref, on continue. Donc pour autant, en dehors de ces portraits, hein, pour lesquels il est très très sollicité, eh bien il reçoit peu de commandes en fait, exception faite de son tableau La Vérité, qui est commandé par la Sorbonne. Alors, vous y trompez pas, pour autant, le succès, il est vraiment là, hein, parce que faut quand même préciser qu'en fait, il y a plusieurs de ces œuvres qui sont achetées par l'État pour être exposées au musée du Luxembourg ou pour être envoyées dans les grands musées en région. Et voilà, si vous ne le savez pas, eh ben, le musée du Luxembourg, à cette époque, c'est vraiment pas de la gnognotte, hein, puisque c'est le musée des artistes vivants, et donc c'est le musée des artistes qui ont donc de la cote, qui sont cotés de leur vivant, et pour lesquels l'État souhaite investir, en fait. Hein. Donc c'est vraiment une très grande forme de reconnaissance. Et j'ajouterais que même si finalement Henner ne reçoit que très peu de commandes en dehors de ses sublimes portraits, eh bien il fait partie des artistes qui sont recherchés de leur vivant par des collectionneurs privés. Donc il est vraiment pas du tout en reste, hein, ça je pense que vous l'avez bien compris. On n'oublie pas à côté qu'en parallèle, Henner enseigne aussi l'art de peindre à ses élèves à partir de 1874 et qu'il le fera jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il était un maître très recherché, qu'il n'était pas premier prix non plus, et allez voir ma vidéo sur l'exposition en question si vous ne l'avez pas fait. Bon, maintenant ce qui est intéressant avec Henner, en dehors de son style que moi personnellement j'apprécie, et donc ce qu'il faut souligner avec lui, eh bien c'est qu'il s'agit d'un artiste qui aura réussi à avoir un fort succès de son vivant et qui aura eu une très belle carrière sertie d'honneur, et qui pour autant n'était pas un artiste au style purement académique, qui avait réussi à se dégager du dogme. Et on rappelle que pour l'époque, c'est une très belle performance de dire non au dogme et d'avoir quand même un succès fort de son vivant. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne recevra pas son lot de critiques, hein, évidemment, voilà. Et d'ailleurs, il sera notamment montré du doigt pour ses peintures historiques, qui étaient pourtant un style que manifestement il devait apprécier, parce que bien qu'il produise des tableaux du grand genre, donc ce genre de la peinture d'histoire, ce genre tout en haut de la pyramide des genres de son époque, eh bien Henner fait quand même du Henner, c'est-à-dire que même quand il fait ça, et que donc on s'attend à une forme d'académisme, eh bien lui, il n'est pas lisse, il n'est pas précis, il se fout complètement de la didactique qui est derrière, il ne cherche pas à séduire son public non plus, et ça c'est vraiment à l'inverse de ce qui se fait à l'époque, à l'inverse par exemple de Cabanel et de son goût de la reconstitution, lui il n'a pas tout ça, et donc Henner, lui, de ce point de vue-là, il laisse vraiment à désirer, entre guillemets bien sûr, contrairement à vraiment ce qui est attendu et que font très bien ses collègues, la reconstitution historique. Vous avez Jean-Paul Laurens, encore vous avez Jean-Léon Gérôme, et du coup Henner se débarrasse de ça, et il est quand même c'est quand même particulier, c'est à souligner vraiment ce refus de l'académisme, notamment dans la peinture du grand genre. C'est pas forcément tous les artistes qui font ça. Bon, tout ça, vous l'avez compris, ça l'empêche pas d'être reconnu. Il est d'ailleurs élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1889, donc ça c'est une très très belle consécration, parce qu'il ne suit pas vraiment les enseignements académiques, et pourtant il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Donc ça vous montre à quel point il a eu du succès de son vivant, à quel point on reconnaissait son travail, qui était pourtant un travail hors norme, qui n'allait pas exactement dans le sens de son époque.
Sinon, eh bien vous ne serez pas surpris, hein, si vous suivez déjà ma chaîne, hein, de savoir que j'apprécie le style de Henner, qui ne s'inscrit donc dans aucun mouvement stylistique de son temps, et que ça, en fait, ça le rapproche très très fort par cet aspect-là, en tout cas, de l'illustre Gustave Moreau, auquel je consacre tout un cycle depuis l'année dernière, comme quoi je pense que mes goûts ont quand même une forme de sens, en fait, dirons-nous, mais bon, je pense que vous en foutez, donc c'est pas grave. Du coup, mes lapins, Henner, en fait, comme Moreau, il est dans une démarche personnelle d'idéalisation, une démarche vraiment qui lui est propre, qui n'appartient qu'à lui. Sa vision, en fait, elle passe par un mélange de réalisme et de référence à la Renaissance italienne, et c'est vraiment une vision personnelle. Et d'ailleurs, on dira d'ailleurs avec justesse, et ça je ne sais pas si vous l'avez déjà pu le lire, ou voilà, que en fait, comme peintre, Henner était seul, mais qu'on pouvait quand même le rapprocher de certains sculpteurs et amis de son temps, donc Paul Dubois et Alexandre Falguière, qu'on a déjà cité dans la vidéo, qu'on appelle le groupe des néo-florentins. Je pense que vous comprenez, néo-florentin, voilà, on est dans, vous avez les pré-raphaélites par exemple, et dans la sculpture, vous avez les néo-florentins, donc cette espèce d'influence italienne complètement revisitée. Moi, ce sont des sculpteurs que j'adore, peut-être que je ferai une vidéo un jour dessus, mais blablabla, faut que j'arrête de m'éparpiller dans tous les sens. Donc, Henner, en fait, mourra en 1905. Il aura eu une très très belle carrière et il laissera une œuvre reconnue qui sera très abondamment copiée, ce qui était déjà le cas de son vivant, notamment par ses élèves. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ma vidéo. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que certains d'entre vous adorent mes vidéos de 40 minutes, certains d'entre vous préfèrent les vidéos de 15 minutes max, c'est un petit peu compliqué du coup de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas grave. J'espère que cet épisode complément qui aura un tout petit peu tardé vous aura plu quand même. Merci à tous ceux qui viennent parler avec moi, qui like, qui s'abonnent. Encore plus merci à ceux qui partagent et qui m'aident à avoir un petit peu plus de visibilité, parce que c'est beaucoup de boulot pour finalement peu de vues, même si je fais plus ça pour m'amuser qu'autre chose, mais peu importe, je tiens à vous remercier mes petits lapins. Et puis, je travaille actuellement toujours sur Mucha, je travaille toujours sur Gustave Moreau, et je me documente beaucoup là actuellement sur une artiste que j'apprécie énormément, mais sur laquelle on n'a pas tant d'infos que ça, qui est une élève de Henner justement, donc Romana Giovanni, qu'on a évoqué dans ma précédente vidéo, et j'aimerais vraiment pouvoir faire une vidéo complète sur elle dans ma série des illustres inconnus, parce que c'est vraiment une artiste, elle a vraiment un style unique, assez extraordinaire, et pour le coup, elle mérite vraiment la qualification d'illustre inconnue, parce que globalement, le grand public n'a aucune idée de qui elle peut être, et c'est bien triste. Bref, j'arrête de vous tenir la jambe, et je vous dis à très vite pour la suite.